Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment ça va? Ça va bien? Est-ce que tu es revenu du décalage horaire et de tes émotions? Oui, puis pourtant, moi, ça fait que... En tout cas, je suis arrivé beaucoup plus tard que vous parce que je suis resté le week-end à Seattle. En fait, on doit dire que la semaine dernière, on était chez Microsoft à Seattle et à Redmond pour le MVP Summit. Et toi, tu es resté un petit peu plus longtemps, je pense. Oui, j'ai participé à une conférence fort intéressante qui s'appelle Alt.net, donc... Alt.net. Oui, la communauté des gens qui veulent, qui cherchent à s'améliorer continuellement et surtout améliorer la façon de faire du logiciel et qui sont prêts à analyser et à regarder toutes les alternatives possibles, y compris les offres de Microsoft, mais aussi ce qui existe ailleurs. Puis, il y a dû sûrement avoir de nombreux débats. Oui, des bons débats. Puis c'était intéressant parce qu'on était quoi, une 150 personnes à peu près, mais il y avait facilement 20-30 personnes qui sont des gens chez Microsoft. Scott Guthrie, John Lamb, Harry Person, Scott Hanselman. Donc, ça fait des débats intéressants parce que on est des gens qui sont à l'intérieur de Microsoft qui voudraient bien aussi influencer comment Microsoft font les choses. Des gens à l'extérieur de la communauté, donc du monde qui peut, certains même qui aiment pas vraiment ce que fait Microsoft. Et c'est toute cette amalgame-là de gens qui amènent des idées qui font que ça nous permet de sortir de cette activité-là en connaissant un petit peu plus sur comment s'y prendre pour faire des logiciels de qualité. Intéressant. Oui, c'était bien le fun. Notre invité ce soir, Ludovic Dubois. Bonjour Ludovic. Bonjour Mario. Ça va bien? Très bien, et toi? Oui, hey. Fais-tu beau au Québec? Fait quoi, 24, 25 degrés? Oui, fin avril, là, c'est... Pas depuis longtemps, mais... Ouais. Beau soleil. Depuis une semaine. Parce que nous, la semaine dernière, on était justement à Seattle, mais... Il faisait plus froid, c'était pluvieux, évidemment, sur la côte neige. ouest. Le vendredi, samedi, dimanche, il neigeait. Hein? Donc, ma femme se moquait de moi parce qu'elle disait, ben ici, il fait beau soleil, la belle température est belle. Je dis, ben heureusement, je suis pas ici pour vraiment profiter du beau temps, je suis ici pour m'enfermer dans des salles pour avoir des discussions techniques, donc c'était peut-être moins triste, mais effectivement, si je serais resté à Seattle juste pour profiter du grand air, j'aurais probablement trouvé ça très triste. Le sujet de ce soir, Mario. Une innovation, le langage T-Sharp. Oui. T comme T. T comme test. Oui, Ah. Ça dit T-Sharp pour ressembler à C-Sharp. Mhm. Donc c'est une nouveauté. Donc, c'est le but aujourd'hui, c'est de donner une première aperçu à nos auditeurs sur ce qu'ils pourront faire avec le langage T-Sharp. La formule, elle est simple, Ludovic. On commence toujours par situer un peu ta biographie. C'est pas la première fois que tu viens à notre podcast. C'est fait quoi, la troisième émission? Donc, si on rappelle, t'es le fondateur et propriétaire de la firme Pretty Objects. Pretty Objects. Donc, ça fait quoi? 15 ans, 20 ans que... 15 ans. 16 ans bientôt. Ça va vite, hein? Oui, très vite. Firme qui fait de la consultation, qui est beaucoup connue à Montréal aussi pour la qualité de ses séances de formation, associée assez étroitement d'ailleurs avec le CRIM, le Centre de recherche informatique de Montréal. Où nous sommes présentement en train d'enregistrer. Et qu'on remercie encore une fois de nous passer une salle, c'est fort apprécié, ça fait partie aussi de leur mandat d'aider la communauté, donc c'est une situation gagnante pour les deux parties. Et ben justement, tu as une relation avec eux où ça fait, j'imagine, plus de 15 ans que tu donnes. Ça fait autant, 15 ans. 16 ans. Et, bon, associé à ça des activités de consultation, mais je dirais depuis 2-3 ans, un effort soutenu pour développer cette innovation qui est le langage T-Sharp. Oui, gros effort, oui. Gros effort. Je me souviens, il y a quoi, un an et demi, quand on faisait une émission sur les mocks, tu nous parlais, bon, je suis en train de développer ça, mais je peux pas encore annoncer. Donc là, on arrive à l'étape où est-ce qu'on peut commencer à en parler. Voilà, on arrive à l'étape, là, elle est déjà, pour l'instant, en version publique, enfin bêta. Bêta pas publique vraiment, là, mais restreinte. Et puis, parce que c'est pas fini, loin de là, mais suffisamment pour être utilisable. Et puis, on va donc devenir public relativement bientôt.
Puis ce qui est intéressant, puis c'est ce qu'on va parler de T-Sharp, c'est essentiellement, puisque ta compagnie avait fait un produit qui était un PocMock, donc un outil pour faire du mocking, donc ta compagnie utilisait aussi des approches d'injection de dépendance, de découplage, donc expérimentait avec ces façons de faire-là, tu as vu des souffrances, et à un moment donné, la solution pour toi, c'est de dire, c'est pas d'utiliser NUnit, c'est pas d'utiliser des engins de mock, c'est d'arriver avec une solution plus élégante, tout intégrée, et qui sera même un langage, d'où la naissance, un jour, je sais pas il y a combien d'années, la petite idée de dire, je devrais créer un langage pour être capable de faire ça. Oui, c'était il y a 3 ans, la petite idée là, parce que je trouvais ça trop compliqué, en fait, de faire des tests. La façon de les exprimer, c'était... de ma part, entre autres, là, que j'ai beaucoup évolué, parce que j'en fais depuis 6 ans maintenant, 7 ans. Et l'idée, c'est que au départ, donc il y avait des difficultés pour moi, puis après, je me suis aperçu que en fait, les difficultés, c'est pour tout le monde. Et puis donc, comment faire pour simplifier tout ça, Donc c'est ce qu'on va parler un peu plus tard dans l'émission. Pour terminer ta biographie, ce qu'on peut dire, c'est pas juste ce PocMock que ta firme vous avez développé. Vous avez développé aussi un conteneur de dépendance, le fameux ABC. Puis si on retourne dans le passé, vous avez été aussi très 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 fortement impliqué dans les outils Delphi quand Delphi, les belles années de Delphi. Vous avez fait le saut sur .NET lorsque la plateforme a été annoncée. Oui. Donc tout ça pour dire que c'est pas d'hier que tu as commencé à faire de la programmation. Non. Et habituellement aussi, ce que t'aimes, les problèmes que t'aimes adresser, c'est des choses complexes. Si on t'offre de faire quelque chose de simple, c'est pas ce qui va t'allumer. Mais Exactement. Le but, c'est de faire des choses complexes pour rendre le travail simple pour les autres développeurs. Exactement. C'est exactement ça. Aussi bien de s'adresser à des choses complexes. Si j'utilise pas ma tête, j'aime pas ça. Que des choses que tout le monde ne fait pas forcément, mais qui simplifient la vie des développeurs. Mon objectif a toujours été d'aider les développeurs dans tout ce que je fais. Puis à ce niveau-là, la mission que vous avez de donner de la formation, c'est une première étape dans cette dynamique-là. Exactement. Former les gens pour qu'ils comprennent les concepts, mais tu voulais aller plus loin en disant, si je leur fournirais des outils qui leur simplifierait la vie, ça serait probablement le but ultime de la chose. Oui. C'est ce qui t'a amené à travailler sur T-Sharp. Ouais, puis c'est un monde totalement différent. Là. Créer des applications pour une compagnie, pour une firme, des applications d'affaires standards, et créer des outils qui vont être utilisés comme dans le cycle de développement, c'est totalement autre chose. C'est totalement autre chose, mais c'est toute une évolution aussi parce qu'au départ, j'ai commencé ça en 95 pour Delphi. Et c'est parce que les gens trouvaient qu'il n'y avait pas assez de composants. Donc là, ils ont commencé à me demander si je serais capable de développer des composants pour eux. Alors, oui, évidemment. Puis c'est là que je me suis reviré développeur pour développeur. Et puis, au départ, des composants, c'est pas trop compliqué. C'est quelques jours, semaines de travail. Et puis, avec le temps, on arrive à des solutions très complexes comme la dernière, la T-Sharp. Créer un langage de 1 et s'intégrer dans l'environnement de développement Visual Studio, ça doit pas être facile. Non, beaucoup de réflexion, beaucoup d'heures de travail et très peu d'heures de sommeil. C'est ce qu'on va aborder dans quelques secondes. On fait le pont. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Donc, Ludovic, avant qu'on fasse le pont, tu disais justement beaucoup d'heures de travail, beaucoup de longues, pas de nuit parce que je pense que, mais en tout cas, beaucoup d'heures de travail. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi inventer un langage comme T-Sharp? Quelles sont les problématiques que tu entrevoyais qui faisaient que ça t'a convaincu qu'il fallait que tu prennes la solution de créer ton propre langage? En fait, l'idée, c'est qu'à la base, comme moi et comme tout le monde quand on commence, on a tendance à s'occuper des tests comme si c'était une partie pour éviter le débugage, quoi, pour éviter de s'endormir sur la touche F11. Mais en réalité, quand on regarde avec l'approche plus TDD, là, ça devrait plutôt être branché par rapport à les objectifs. Et puis, je me suis aperçu que les outils, c'était difficile d'exprimer les objectifs. Fallait prendre ça sur soi.
fallait prendre sur soi de mettre des noms de méthodes de tests là qui avaient du sens, de les maintenir, etc. Puis après, quand on regarde le code, on retrouve pas ce qui fait la job. Alors, moi, j'avais imposé dans ma compagnie qu'on mette des commentaires. Donc, qu'est-ce qui est partie préparation, qu'est-ce qui est partie exécution, qu'est-ce qui est partie vérification, puis d'obliger de les maintenir, limiter à une ligne de code pour la partie exécution. Enfin, tout un tas de contraintes comme ça. C'est beaucoup de contraintes du développeur parce qu'il connaît les règles et qu'il veut bien faire. Malheureusement, la plupart du temps, on connaît pas forcément les règles, les bonnes pratiques, et puis on. Mais donc, déborde. tu forçais ça parce que tu avais compris assez rapidement que le jeu de test qu'on veut automatiser pour s'en servir comme outillage de régression, ce jeu de test-là devient rapidement une documentation sur les intentions que les développeurs ont quand ils créent une classe. Exactement. Ça fait beaucoup parce que ça nous oblige à réfléchir correctement à finalement je veux faire quoi. Ça, c'est déjà un premier point très important. En plus, ça permet de le décrire, pas juste de le penser, mais de le décrire. Donc, le deuxième point, c'est la documentation qui reste. Et la documentation est toujours à jour, sinon le test il passera pas. Donc, ça, c'est une bonne documentation. Et puis le troisième point, ça vérifie automatiquement que oui, on l'a atteint notre objectif. Donc c'est les 3 points très importants des tests unitaires. Puis ce que tu as aussi remarqué assez rapidement, c'est qu'on retrouvait toujours le même patron dans Oui. tous les tests, qui est une première étape, une première phase de préparation, une phase où on vérifie, où on fait le test, plutôt la vérification, c'est la troisième. Après, voilà, Donc, la deuxième, c'est une phase où on exécute le test. Donc, ça serait mieux dit comme ça. c'est ça. On exécute le test. Et toi, tu disais, un test, ça devrait être une seule ligne. Je veux pas avoir 25 lignes pour exécuter. Donc, une seule ligne. Et ensuite, toute la partie vérification où là, ça peut être plusieurs lignes. Puis, Ouais, beaucoup. pour ceux qui connaissent déjà les outils de test, donc la partie vérification, c'est tous nos fameux assert. Exactement. La partie exécution, absolument, c'est on appelle la méthode qu'on veut tester. C'est ça, parce que c'est des tests unitaires, donc on devrait en appeler qu'une normalement. Tout à fait. Et la partie préparation, c'est absolument où est-ce qu'on va instancier Tout ce qui est nécessaire, la classe qu'on veut tester, entre autres. Initialiser les propriétés qu'on a besoin, Ouais, ces les choses-là. paramètres, enfin tout, mettre des fichiers sur le disque ou n'importe quoi, dépendamment de ce qui est nécessaire pour le test. Et les dépendances. Puis c'est Toutes ça. les Donc, dépendances. donc pour les auditeurs qui sont plus avancés puis qui comprennent déjà la problématique qu'on va rencontrer assez vite, c'est qu'on va se servir de la partie préparation aussi pour initialiser et définir tous nos objets mock, donc toutes nos dépendances. Voilà. Tout. Puis T-Sharp, donc ça c'est le pourquoi. Si on regarde qu'est-ce que c'est plus en détail T-Sharp, ça va pas juste adresser la problématique de mieux faire des tests unitaires, ça va aussi solutionner la problématique du mocking, Entre et autres, même oui. plus que ça. Même plus que ça. Donc, allons en détail. C'est quoi la vision que tu as sur T-Sharp? Qu'est-ce que tu veux que ça permette de faire? Ouais. L'idée, c'est que donc simplifier globalement tout ce qui est test unitaire et voire intégration au minimum. Et en fait, ça va se dérouler en 3 phases. La première phase, c'est celle où on arrive à la fin pour l'instant. C'est l'équivalent, mais avec tous les avantages supplémentaires, mais c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait faire avec NUnit ou VSTT, la Visual Studio Team Test, ou MBUnit, enfin toute la série. Et donc ça, c'est le premier objectif. Donc, c'est de définir tout un langage pour exprimer ces tests. Voilà. Et dans ton cas, toi, t'es allé plus loin parce que t'as pas juste repris la syntaxe qu'on pouvait retrouver, ou en tout cas reprendre les concepts qu'on trouvait dans les syntaxes comme NUnit ou Team System Test, mais entre autres aussi ajouter la syntaxe pour être capable d'exprimer ses intentions. Ça, c'est le gros point qui a beaucoup évolué entre le moment où j'ai fait la documentation et au moment où je l'ai réécrite après avoir écrit la plupart, le plus gros morceau du compilateur. C'est que dès qu'on arrive à avoir beaucoup de tests, parce que pour l'instant, on est quasiment à 14 000 tests. Pour le produit T-Sharp. Pour T-Sharp, sans compter l'intégration, Parce juste que pour le compilateur. Vous utilisez votre produit pour tester votre produit. Donc, en anglais, on dit « eat your own dog food ». En fait, pas tout à fait vrai, mais parce que j'ai pas trop envie de passer du temps pour l'instant à réécrire 14 000 tests. Mais disons que c'est pas si grave, mais ça nous aiderait beaucoup. Mais le jour où tu auras une version 1 solide, tu pourrais te dire, bon, dorénavant, je bâtis tous mes tests avec T-Sharp. Oui. Ben déjà, là, ce qui va se passer, ça le fait pas encore, mais là, on est en train de travailler dessus, c'est une histoire de jour, c'est que n'importe quel projet peut contenir aussi bien des classes C# que T#. Et dans les classes C#, on peut avoir des tests NUnit.
et ou des clés dans des points TS, là, des points T-Sharp, on a des tests T-Sharp, et le test runner va rouler tout ça comme si c'était la même chose finalement. OK. Si je comprends bien, le T-Sharp, c'est un langage, mais le langage T-Sharp, on l'inclut directement dans notre code c'est un test? langage de programmation, d'accord? OK. Donc, ce qui se passe, c'est que la version intégrée dans Visual Studio, par exemple, permet de créer un nouveau projet, mais au lieu de choisir VB ou de choisir C-Sharp, on choisit T-Sharp. OK. Donc, c'est pour tester, là. C'est pour tester notre code C-Sharp. Ou VB. tester du code .NET. Ah. D'accord. OK. D'un côté, vous avez votre code d'affaires, Mhm. avec votre code technique, peu importe, votre VB code que ou vous voulez C-Sharp. écrire dans votre langage préféré. D'accord. C'est sûr que les développeurs C-Sharp ont un avantage parce que T-Sharp est basé sur C-Sharp version 2, donc c'est exactement la même syntaxe. La meilleure preuve, c'est que C-Sharp, notre compilateur est écrit en C-Sharp et il s'auto-compile. Mhm. Donc, ça marche. Et puis, donc, on écrit notre code comme on veut dans des projets d'une solution. D'accord. Et puis, on rajoute d'autres projets de test, mais au lieu de les écrire en C-Sharp NUnit ou C-Sharp VSTT ou C-Sharp quelque chose, on va les écrire en T-Sharp. Ah, donc, c'est peut-être des fichiers .ts. Et là, ça fait des fichiers TS proches pour le projet et des points TS pour les définir des classes de test. Puis finalement. ces fichiers .ts-là, essentiellement, il y a toute une nomenclature pour exprimer un test. Voilà. Si on l'aurait fait en C-Sharp, on aurait défini, par exemple, on a un namespace dans lequel on inclut une classe et dans lequel on va inclure des méthodes. Et l'approche, on prend par exemple l'outil Team System, c'est avec des custom attributes. Des attributs, On vient dire, exactement. cette classe-là, c'est une classe de test en réalité. Cette méthode-là, c'est une méthode de test. Donc, toi, tu t'es dit, pourquoi faire ça? Pourquoi pas changer le mot-clé pour définir classe, au lieu que ça soit classe, de dire que ça va s'appeler une Test class. test class? Ah. C'est ça, tout simplement. Et on n'a même pas besoin de donner de nom parce qu'en fait, on s'en sert pas du nom. Ça sert à rien le nom. Parce que normalement, ça sert à dire en fait ce que je vais tester. Par exemple, product test ou produit test là ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pas très bon parce que ça reflète pas vraiment ce qu'il y a, puis ça reflète pas non plus en cas de maintenance ou quoi que ce soit. Faut le mettre à jour à la main, etc. Faut y penser, faut le vouloir. Donc l'idée, c'est qu'on dit test. On peut donner un nom quand même parce qu'on peut faire l'héritage entre des classes de test, etc. Mhm. Mais bon, fondamentalement, c'est test, class, for, et puis là, on indique pour quelle classe on fait un lien, là, puis ça vérifie, c'est compilé. Donc ça, c'est ce que tu on as sait ce rajouté. qu'on C'est teste. aujourd'hui, on aurait dit classe, puis on aurait mis un custom attribute, on aurait dit ça, c'est un test. C'est ça. Donc toi, tu vas plus dire, c'est test Test class. class, Puis là, for. t'as un mot-clé qui est for. Puis là, tu vas dire pour quelle classe que tu es en train de faire le test. C'est ça. Donc, C'est tu es en train l'intention. d'exprimer tes intentions. Voilà. Ouais. Ça, c'est déjà une intention minimale. Pour les tests, c'est le même principe. Au lieu d'avoir des attributs, on va avoir un mot-clé, test. Donc, le plus simple, c'est test. Test, Donc, tout tu as un simplement. test class qui contient des tests. Et là, on pourrait directement commencer à collade ouvrante et puis on met notre code. Mais le but du jeu, c'est de travailler par l'intention. Donc, on va dire test, puis on dit quoi? Donc, par exemple, on va dire test, puis le nom d'une propriété, getSet, pour se dire si on teste le get ou le set. Mhm. Ou test, un événement, ou test, le nom d'une méthode, Donc, avec quand la tu dis signature. test, tu dis, pour On la teste classe quoi? sous test, la classe que tu es en train de tester, c'est pour quelle méthode que tu es en train de tester ou quelle propriété. C'est ça, pour Donc, quelle déclaration? test, mettons, j'aurais une méthode qui s'appelle calculate sum. Donc, tu dirais test, calculate sum. Déjà, ça. toi, tu sais que, c'est sur cette méthode-là que tu veux tester. C'est ça. Premier objectif, c'est déjà laquelle méthode je veux tester. Celle qui devrait se retrouver dans... Donc, ça crée, dans la partie ça auto-documente sans que tu aies besoin de commencer à mettre des commentaires. Tu lis, tu sais que tout de suite, je suis en train de faire un test. Encore là, tu n'as pas besoin de nommer ton test. Il peut être anonyme. Voilà. Mais tu dis pour quelle méthode tu veux tester. Exactement. Et ensuite, est-ce que de la même façon que tu as le mot-clé for que tu as mis au niveau de la classe de test, est-ce que tu as un mot-clé pour dire les intentions quand tu fais la méthode? Alors, exactement. Entre autres, l'avantage de dire ce qu'on veut tester, c'est qu'on va pouvoir exécuter tous les tests qui concernent une méthode aussi. D'accord? Dans le sens que quand je travaille ma méthode d'affaires, la méthode technique, Mhm. je vais pouvoir demander à T-Sharp de rouler tous les tests qui roulent cette méthode-là. Ah oui, parce que tu le sais maintenant. Et parce que maintenant, je sais quel test teste cette méthode-là. tu as Donc, la traçabilité. voilà. Évidemment, si on les met pas, on pourra pas avoir accès à cette fonctionnalité-là. Mais déjà, ça, c'est un gros avantage de pas avoir à naviguer toujours entre deux sources, les tests, etc. Les tests, je les ai mis où? Quand c'est une petite fonction, ça va bien. Mais dès que c'est bien une fonction qui est, comment dire, corrélée à d'autres, qui a des dépendances un peu partout, dans quel test de quelle classe, de quel fichier j'ai mis ça, là? Ok, Ça, c'est ben, pas le donc, j'ai problème. ma méthode calculate sum. Mettons Ouais. que les premiers tests que je voudrais faire, c'est vérifier calculate sum prend un paramètre.
Ouais. Puis ce paramètre-là doit être toujours positif. Donc là, je voudrais faire un test, puis dire que c'est pour calculer de somme. Puis le test ça. que je veux faire, c'est vérifier que mon paramètre est toujours positif, par exemple. Voilà. Mais ensuite, je me dis, ah oui, j'aurais un autre cas, c'est le cas normal, où je passe un chiffre. Donc là, je défierais un autre test. Je ferais test, mais encore là, calculer de somme. Oui. Est-ce qu'il va aimer ça, le fait que j'aille 2 fois le test anonyme pour calculer de somme? Ah oui, parce qu'en fait, nous, on génère des noms, alors ça n'a pas d'importance. Mais ce qui compte, justement, c'est que après, on est capable de rouler de l'intérieur de la méthode, en tout cas, on va l'être, là, bientôt, de l'intérieur de la méthode d'affaires, tous les tests qui concernent cette méthode d'affaires. C'est-à-dire que je pourrais aller sur calculer de somme, right-cliquer et dire, roule-moi tous les tests parce que tu les connais, tu roules tous les tests qui testent. Ça, c'est important. C'est là. ça. Quel que soit l'endroit où sont définis les tests, c'est au moment où je modifie, par exemple, pour un besoin de maintenance, ma méthode d'affaires, ben, je veux m'assurer que mon changement ne casse rien. J'ai pas besoin d'aller retrouver dans 3 ou 4 endroits, si jamais il y a, parce qu'il y a des tests qui concernent plus ceci ou plus cela, c'est séparé dans des fichiers différents. Eh bien, on pourrait le rouler tous les tests qui concernent cette méthode-là de l'endroit de la méthode. C'est super important parce que c'est unique, là. Bah oui, c'est unique. C'est unique à T-Sharp, là. C'est unique à T-Sharp. Parce que on est dans notre code, VB ou C-Sharp, par exemple. On fait un changement dans une méthode, on veut voir les impacts, on veut retester tout ça, right-click, et on va exécuter uniquement les tests. Qui concernent cette méthode-là. Wow. Puis, t'es certain que c'est ces tests-là parce qu'on les a exprimés clairement quand on a bâti le Alors, test. si on les a exprimés clairement, ouais. Oh, c'est sûr que Ouais, si on C'est fait le des si, erreurs. pas le cas, c'est si, ouais. Mais là, Entre autres. un coup que j'ai fait mon test, que j'ai défini ma méthode test, puis que je dis que c'est pour la méthode calculate sum, mettons, là, il y a un mot-clé que je peux rajouter pour exprimer les intentions. C'est ça. Parce que l'objectif, c'était vraiment de travailler sur c'est quoi l'idée de ce test. Pourquoi je ferais un test? Pourquoi il en faudrait d'autres pour lesquels il faudrait, etc. Donc, on a travaillé. En fait, ce qui s'est passé, tout ça, c'est avec le compilateur. Quand je l'ai écrit, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu à un moment donné que avec des milliers de tests, on s'en sort plus. On sait plus pourquoi on a fait les Est-ce choses. que je l'ai testé celui-là ou pas? Mais est-ce que c'est exactement la même chose ou pas? Puis après, quand on revient dans un test, est-ce que je peux me permettre de le modifier, ça? Est-ce que ça n'a pas d'importance? Ou est-ce que c'est justement ça que je voulais tester? Ça se trouve, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ça se trouve, c'est moi qui l'ai écrit, mais quelques milliers de tests plus tard, on se rappelle plus exactement de l'objectif. Alors, les noms de méthodes, moi, j'hésite pas à avoir 30, 40, 50 caractères, mais c'est jamais exactement ce qu'on Oui, veut. parce que l'autre approche, ça serait de dire, quand je définis mon nom de ma méthode de test, je donne un nom significatif qui va être quasiment une phrase. C'est Voici. Puis d'ailleurs, c'est exactement ça qui se passe dans notre code. il y a des gens dans la communauté agile, c'est ce qu'ils recommandent. Scott Bellware, pour ne pas le nommer, entre autres, lui va dire, ben écoute, il dit vraiment, ceci est un test pour tester que je veux vraiment multiplier 2 chiffres, puis là, tu as fait une méthode gigantesque, mais au moins, tu es capable de te retrouver par après. C'est ça. Toi, ce qui t'en approche, c'est que ça va être plus succinct, puis peut-être plus élégant aussi. Plus élégant aussi, je pense. Parce que l'idée, c'est de décider dans quel cas on va tomber. Par exemple, si on reprend l'idée du paramètre qui doit être positif, on se dit, OK, il doit être positif. Ça veut dire que j'ai une valeur minimale 0. D'accord? Tout ce qui est au-dessus de 0, c'est valide. La question, donc là, on est capable d'exprimer. D'accord? Une fois qu'on a exprimé l'idée, on va voir comment tout de suite, là, ça va permettre à T-Sharp, au moment de la compilation, dès la compilation, de dire, ah ben, regarde, si cette idée-là, tu dis, j'ai une valeur minimum, j'ai fait un test pour supérieur, ben, aussitôt, le compilateur va me dire, ben oui, mais regarde, il faut tester aussi quand c'est inférieur, puis il faut que tu me dises ce que ça fait quand c'est la valeur minimale. Est-ce que le 0 c'est acceptable ou est-ce que le 0 c'est pas acceptable? Dès la compilation, on va pouvoir prévenir l'utilisateur, regarde, il te manque des cas. Donc ça, c'est un gros avantage. Parce que mais là, ce que tu as à me dire, c'est que dans les intentions, tu vas comme avoir des mots-clés que tu vas savoir que, ça c'est, on va tester des cas plus grands, plus petits, Voilà. qui sont parce que tu as retrouvé finalement des patrons classiques. Puis là, tu dis, ces patrons-là, ils reviennent toujours, donc je pourrais mettre des mots-clés, puis je vais savoir qu'est-ce qui est l'intention de l'utilisateur. C'est un peu l'idée, mais sauf que c'est pas des mots-clés, ce sont ce qu'on appelle des critères. Okay. Et des critères, ça ressemble un peu à des types énumérés, en fait, où on énumère les cas. Par exemple, on va prendre un qui s'appelle min included. Ça veut dire qu'on a une intention que le paramètre aura une valeur minimale et que la valeur minimale est inclue. D'accord? Ça veut dire, sous-entendu, qu'en dessous, ça ne l'est pas, puis au-dessus, ça l'est. Parce que c'est une valeur minimale autorisée. Et on déclare ça un peu comme un type énuméré. Ça veut dire que nous, on en fournit les plus classiques, mais vous pouvez écrire les vôtres. Au lieu de mettre enum, vous mettez criteria, puis un nom, accolade ouvrante, vous énumérez vos cas, fermez l'accolade. Et l'avantage, c'est que si on utilise un des cas de là-dedans, il va s'assurer qu'il y a au moins un test pour chacun des autres cas. Ah, parce qu'ils sont déjà connus. C'est un patron connu. Ben oui. Ouais.
Donc, si on code pour un cas, ben, il va vérifier les autres cas. Parce que tu fournis, toi, finalement, comme un peu une des énumérations de base avec lesquelles tu peux construire des énumérations de plus haut niveau. Puis le compilateur, lui, il va tout faire cette logique-là et s'assurer C'est ça. de te dire, hey, il te manque des tests. C'est quoi le mot-clé? Donc, c'est un critère. Donc là, tu dis test. Je reviens à mon exemple. Test, je vais tester la méthode calculate sum. Donc, test, calculate sum. Là, je dis quoi? For? Alors, faut donner la signature complète. Ok. Donc, parenthèse, donc P, deux points, enfin, Ouais. int P, par exemple, si on Ok. est C#. Et puis, à ce moment-là, on va rajouter un mot-clé qui suit, là, qui est when. When. Donc, le When. mot-clé when Puis veut là, dire que tu t'attends on à avoir décrit un la critère. situation. OK. Alors, le critère, c'est l'ensemble des valeurs possibles, hein, alors que là, c'est un cas du critère. Donc là, on va dire, par exemple, le premier test, ce sera donc when min included point. Puis là, on prendra une des valeurs disponibles de ce min included, qui Donc, est c'est comme une de l'énumération, c'est ça. Et on pourrait choisir, par exemple, min case. La convention veut que ça se termine par case, là, pour, Ok. c'est le tel C'est cas. des cas. Voilà. Donc, min case. Et là, on a exprimé un objectif. Et Donc, dans ton test, tu vas mettre la valeur minimale comme donc cas. 0, si c'est Puis, 0. tu pourrais avoir un autre qui serait, ça serait quoi? Donc, t'as min case, t'as above min, puis Above below min. min. above, below min. C'est Puis, ça. essentiellement, tu vas encore mettre above min, c'est comme on met une valeur, puis on s'attend à avoir une exception. Si c'est en Alors, si dessous, c'est below, oui. c'est below, excuse, above, Oui. on s'attend que ça marche. Voilà. Donc, si c'est below, on s'attend à une exception. Et ça aussi, c'est un point intéressant, c'est que j'ai déjà constaté, moi, j'avais des problèmes un peu avec les exceptions, puis l'expected exception, là, c'est vraiment génial, mais c'est mauvais à la fois. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est que ça permet très simplement de dire à quoi on s'attend comme erreur. Sauf que le problème, c'est que dans le test lui-même, l'erreur va être générée dans la méthode appelée, qui va remonter dans le test, il va ressortir du test en erreur, puis là, on va attraper, l'outil va s'occuper de tout seul, Ouais. le test runner de s'occuper de tout ça, puis il va vérifier que c'est correct. Le problème, c'est que j'ai vu chez un client, une fois, ça m'a fait changer ma façon d'aborder les choses aussi, c'est que la valeur qui était reçue, disons, le prix d'un produit, par exemple, on met une valeur négative, ça n'a pas de sens. Eh bien, la propriété du prix du produit, l'idée, c'est qu'on prenait la valeur pour la mettre dans la petite variable qui correspondait à la propriété. Puis ensuite, si la valeur est pas correcte, en fait, lui, il avait mis si ma variable est plus petite que 0, je génère l'exception. Ce qui n'a pas de sens, puisque normalement, l'argument devrait le vérifier avant de changer ouais. les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met une valeur négative, le produit aura C'est une valeur ça. négative, puis on générera l'erreur. Mhm. Donc, au point de vue business, le code est mauvais. Ouais. D'accord? Il devrait Au pas point de accepter une valeur négative, Voilà. jamais. Ça n'a aucun sens. Au point de vue du test, le test passe. Puis, Parce que l'erreur a été générée, l'exception a été générée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ressorti dans le code de test, qui est ressorti dans le test runner, qui a dit, oh, c'est la bonne exception. Tout est correct. Alors, le client était confiant. Oui, j'ai des tests, puis il passe bien. Ben oui, mais ça marche pas. Comment ça marche pas? Le test, il passe. Oui, le test, il est bon, mais c'est le code, il est pas bon. Ah ben, comment ça se fait? Le test, il est pas censé tester. Ben oui, il est censé, mais avec l'expected exception, ça marche mal. donc, toi, tu t'assures que directement au niveau de la méthode, quand tu passes une valeur qui est non valide, que tu génères une exception à ce moment-là? Ben, c'est-à-dire qu'on a pris une approche complètement différente. Déjà, là, toutes les parties vérification, les assert, etc., là, assert or equal, or same, or ce que tu veux, là, il n'y en a plus. C'est simple, c'est juste un mot-clé, assert. Donc, la partie vérification, Quelle que soit la situation. ça va être toujours le mot-clé juste assert. Il faut juste apprendre assert. Juste assert. Et on va construire automatiquement le message en extrayant des parties du code source, etc. Puis, donc, tout va être fait automatiquement. Et c'est une assert d'une expression booléenne. D'accord? Ça, c'est la base. Quelle que soit. Entre autres, ça permet d'éviter les gros problèmes que j'ai eu quand j'utilisais VSTT la première fois, à savoir un assert de, par exemple, .or equal de 100, le prix de mon produit. Puis là, qu'est-ce qu'il dit? Je m'attendais à un double. J'ai reçu un int. Merde. Zut, pardon. Le compilateur, lui, quand on l'utilise dans le langage, mais il fait pas la différence. Il convertit comme il faut. Quand vous le faites avec un unit, il fait pas la différence. Il convertit comme il faut. Vous roulez le même test en VSTT, ça marche plus. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Non, il n'a rien fait de pas correct. C'est que c'est pas exactement la même signification. C'est comme le expected exception. Est-ce que le message qu'on met dans l'expected exception, c'est le message qu'il faut afficher ou c'est le message qu'il faut tester de l'erreur? Okay. Ben, en VSTT et en unit, c'est pas la même chose. C'est l'horreur.
Donc, un seul mot-clé. Assert, et vous allez générer automatiquement le message d'exception vous-même. Alors, c'est ça. Nous, on génère le message d'exception en extrayant des bouts du code. Donc, en et puis suivant un patron, l'évaluant, donc un etc. gabarit standard. Voilà. Alors, ça, c'est pour des valeurs, vérification. Donc, si on utilise un égal, comme c'est avec le langage, il fera la comparaison avec les conversions qu'il faut, etc. C'est comme dans le langage, comme dans un if. Maintenant, là où c'est bien, c'est qu'on a rajouté beaucoup de mots-clés, enfin, très peu de mots-clés, mais beaucoup de fonctionnalités dans ce peu de mots-clés. Entre autres, la partie exécution, pour nous, elle est obligatoirement représentée spécifiquement avec un mot-clé. Run test. OK. Donc, je suis en train de définir ma méthode test. Voilà. Donc, on a parlé de la signature en haut, test, le nom de la méthode que je veux tester, Voilà. ou when, puis là, je mets mes prédicats, pas mes prédicats, excuse, mes Le critères. critère. Donc, ça, c'est ma signature qui dit j'ai un test. Et à l'intérieur du test, donc là, je vais ouvrir, vu que ça ressemble à C#, je vais ouvrir mes accolades. Et là, je vais avoir une première partie qui sont toutes ma mise en place, ma préparation. C'est ça, comme c'est avant. du code C# standard. Voilà. Et quand je veux exprimer mon test, là, je vais écrire run test. Et l'instruction. Et l'instruction, elle n'en a qu'une seule, parce qu'on veut tester En un théorie, seul cas. oui. En pratique, comme c'est une commande, on peut mettre accolade ouvrante et mettre tout ce qu'on veut dedans, Ouais. mais c'est pas conseillé. Donc Et là, je fais c'est ça. run test, et ensuite, je fais assert, Assert. autant de fois que j'ai besoin, Autant de mais fois. juste assert. C'est ça. Juste assert l'expression. Et l'avantage, comme on a un run test, c'est qu'on sait exactement quelle ligne va tester quoi. D'accord? Quelle ligne va tester l'objectif. Comme ça que tu es capable de monter automatiquement l'exception quand tu as l'assert, puis de la documenter à partir. C'est plus subtil que ça dans un sens, c'est que ça va permettre d'écrire assert thrown du nom de l'exception. Ah, OK. Ça va donner quoi? Nous, on sait qu'est-ce qui roule le test. Donc, on fait un try avant, on fait le try catch autour du run, et puis on fait toutes les vérifications qu'on veut. Mais ça veut dire qu'après, on peut s'assurer que le prix du produit n'a pas changé. Parce que c'est une instruction apparemment comme une autre. Mhm. Donc, on va pouvoir lui dire, assure-toi qu'il y a une exception qui est générée, et au même endroit que tous les autres asserts, pas un coup devant la méthode et un coup après. Donc, assure-toi que l'exception a été générée, assure-toi que le prix du produit n'a pas changé. D'accord? Et donc, la situation que j'avais citée du client, le test aurait échoué parce qu'il dit, hey, ton prix du produit, il a changé. Ouais. Ça marche pas. Ouais. Donc, on s'est fait plein d'asserts comme ça. Donc, il y a le assert normal pour n'importe quelle expression booléenne, le plus classique. Il y a le assert thrown pour une exception. OK. Où là, carrément, je peux même ouvrir l'accolade et puis faire des tests pour, par exemple, des- le message de l'exception, ou j'ouvre l'accolade ouvrante, puis je mets autant d'asserts que je veux. C'est-à-dire, comme qu'il dirait dans le catch de l'exception, je vais pouvoir tester ça. OK. D'accord? Mais j'en ai un autre aussi qui est très pratique. C'est le assert change et assert not change, avec un point d'exclamation, là. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Comme s'assurer que le prix du produit n'a pas changé. C'est ça qu'on a dit. Dans la vraie vie, qu'est-ce que je ferais? Moi, si j'étais un unit ou VSTT, là, qu'est-ce que je ferais? Je sais par avance quelle valeur j'ai là-dedans, et puis je vais faire un assert que, or equal, que c'est toujours cette valeur-là. C'est un avantage, c'est juste une ligne de code. C'est un inconvénient majeur, c'est que si, pour je ne sais quelle raison, on change dans le setup quoi que ce soit, le test, il échoue. D'accord? Donc, problème. Alors, nous, on peut faire des tests, comme qui dirait relatifs, plus exprimer des règles. Donc, si on veut pas que la valeur change, on écrit assert, point d'exclamation, change, suivi de ce qu'on veut tester. Par exemple, le produit prend point prix, point virgule. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Encore une fois, puisqu'on sait quelle est la ligne de code qui exécute le test. C'est-à-dire, juste avant le run test, on va exécuter l'évaluation de l'expression qui est citée, mettre ça dans une petite variable locale que nous, on génère, et puis au moment d'exécuter ce fameux assert change, on va réévaluer l'expression pour la comparer avec le contenu de la variable. Si c'est bon, ça passe. Si c'est pas bon, ça génère l'erreur. Donc, en une ligne de code, on fait le même objectif, mais si jamais, pour je ne sais quelle raison, il y a un test qui avait échoué, puis que la valeur est pas bonne, l'a changé par rapport à ce qu'on a mis dans le setup, ou quelqu'un a changé le setup, ou je ne sais pas quoi, le test va toujours passer. Donc, on a dit que tu as 3 types d'asserts. Tu as les asserts avec une condition logique, les asserts avec on lance une exception, et les asserts, ça l'a changé ou ça l'a pas changé. C'est ça. Essentiellement, c'est pour regarder l'égalité. Si c'est un value type, ça va être vraiment à l'égalité du type. Puis ça marche aussi, j'imagine, avec des classes, où est-ce que là, on va prendre vraiment, on va regarder s'il y a une méthode equals à l'intérieur. Non, parce qu'en fait, c'est une expression quelconque. Donc, c'est toi qui fournis exactement le code que tu veux. Si tu veux que ce soit un point equals, appelle point equals. Si tu veux que ce soit un reference equals, appelle-le. Si tu veux que ce soit autre chose, appelle-le. C'est ce que tu veux. Moi, ce que je sais, c'est que
tout ce qui suit le change, Mhm. je l'évalue une première fois et mis dans une variable locale qui est automatiquement générée par le compilateur. Et puis on leur recommence la réévaluation de l'expression pour la À la comparer fin. à la variable locale. Parce que vu que t'as le contrôle, toi, sur le début et le lancement, tu le fais avant, tu On le fais sait après, puis ça exactement, change. on sait exactement quelle ligne s'exécute. Alors ça, c'est le assert not change, c'est facile. Mhm. Mais le assert change aussi, c'est le même principe, mais on veut s'assurer d'un changement. C'est Par l'inverse. exemple, au point de vue du code, c'est pas tout à fait l'inverse, mais c'est un peu les mêmes principes. Dans le sens, par exemple, on veut rajouter un item à la facture. On s'attend à quoi? Ben, à ce que bill.count, la facture.count, là, par exemple, il y a un de plus. Ben, je pourrais dire assert change, donc facture.count plus. Évidemment, on va pas incrémenter le count. Mhm. C'est pas ça, mais on va assure-toi que le changement semble être Une incrémentation. l'incrémentation du count de la facture. Ok. Donc, on peut exprimer des règles comme ça très haut niveau. Quelle que soit la valeur avant, on s'en fout. Quelle que soit la valeur après, on s'en fout. C'est de passer par là, ça aurait dû incrémenter cette partie-là. Donc, essentiellement, pour les vérifications, un seul mot-clé, assert, C'est ça. et quatre cas types. Les cas logiques, on lance des exceptions, et les change et non. Puis il y en a encore un autre. Il y en a un cinquième. Ouais, on a un assert de raised. Donc, on Pour a les lancé événements. qu'un événement a été lancé. C'est ça. Parce que tester qu'un événement est correctement lancé, là, quels sont les cas à tester, puis comment le tester, voilà, c'est compliqué, là. Et là, je donne des cours sur les tests unitaires et je l'ai changé plusieurs fois dans mon cours suite aux exercices que faisaient les gens parce qu'à chaque fois, le test il passe. Mais non, t'as mal codé. Ah oui, le test il passe. Bon, alors, ce que je vous explique, c'est pas encore l'idéal parce que le test n'aurait pas passé. Et donc, je l'ai complexifié beaucoup. Et entre autres, parce que souvent, ce que je faisais, c'était simplement une méthode avec un booléen. Puis donc, le booléen était mis à vrai dans la méthode. Donc, dans le test, dans la préparation, on le met à faux. On exécute notre affaire, puis on fait un assert comme quoi maintenant le booléen est vrai. Sauf que ça va pas du tout parce que, entre autres, si c'est des changes, ça doit être changé au moment où c'est déclenché. Mhm. Et là, un client m'avait mis, puis même en cours, je le vois régulièrement, ils avaient mis, déclencher l'événement, puis ensuite la valeur change. Parce que c'est peut-être plus facile des fois, ou je sais pas quoi. Ça évite de la garder, la valeur, dans une variable locale, ou je sais pas quoi. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'au moment où l'événement est déclenché, la valeur n'est pas la bonne. Mhm. Oups, problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a donné le moyen, encore une fois, de simplifier tout ça. Plus de méthodes à définir, plus de variables à définir, plus de tout ça. On fait juste un assert, toujours, dans la partie, troisième partie, là, les parties des asserts, les vérifications. On fait un assert raised, et là, on met, par exemple, le produit.property change. Si on fait juste ça, il va s'assurer que ça a été déclenché. Si on met assert not raised avec le point d'exclamation, ça va s'assurer que ça n'a pas été déclenché. Typiquement, si on met la même valeur dans la propriété, j'ai pas envie que ça déclenche tout un tas de choses que je ne sais pas combien de temps ça va durer et que j'ai plus le contrôle. Donc, je veux pas que ça le déclenche ces mêmes valeurs. Donc, on fait juste un assert not changed. Et puis, comme pour les exceptions, si jamais on veut s'assurer que la valeur est bonne à l'intérieur, on va s'assurer que les paramètres de l'événement sont bons, etc. Eh bien, il suffit de faire un assert, donc raised, de quel objet, quel événement. Parenthèse, on met la signature, comme pour le délégué, la signature, puis la collade ouvrante, puis là, on met tous les asserts. Donc, on récupère vraiment chacun des paramètres et on fait ce qu'on veut. OK. Donc là, Ludovic, ce que tu nous expliques, c'est que avec ces nouveaux mots-clés-là, on va être capable d'écrire des tests qui sont plus que des tests qui expriment nos intentions. Oui. Mais ta vision, c'est plus que ça. Oui. C'est qu'en plus de pouvoir faire ça, tu voudrais être capable qu'on puisse faire la même chose qu'on fait aujourd'hui avec des frameworks de mock. Oui. Donc, tu veux rajouter à l'intérieur de ça la capacité dans la partie préparation de pouvoir exprimer le comportement qu'on veut avec nos mocks. Exactement. Donc, tu vas avoir des mots-clés aussi pour spécifier comment on définit les mocks. Donc, tu vas avoir quelques mots-clés pour définir ça. Voilà. Mais tu vas aller encore plus loin, parce que je me souviens, il y a un an et demi, quand on avait parlé de tests, tu m'avais parlé dans l'émission à un moment donné que ce qui serait bien, c'est on définit des jeux de tests, mais d'avoir aussi la capacité de pouvoir rouler des permutations sur notre code initial et vérifier si nos tests passent toujours, parce que en faisant ça, ça nous permet d'avoir une couverture encore plus vaste. Puis je pense que tu veux te rendre jusque-là avec le produit. Ça, c'est l'objectif. Comme je disais, il y a 3 phases. La première phase, c'est l'équivalent de NUnit, mais avec tous les avantages dont on a commencé à parler. La deuxième phase, c'est remplacer PocMock, puis les concurrents aussi. Donc, à savoir, pouvoir faire des mocks beaucoup plus simples, parce que ça, c'est
déjà, je trouvais que les tests unitaires, c'était plus ou moins facile pour les gens quand ils se mettent, etc. Mais les mocks, c'est vraiment une marche C'est au-dessus, ardu. largement. Aujourd'hui, c'est ardu. C'est ardu, c'est pas explicite, etc. Le paradigme de record, replay, à peu près tout le monde dans l'industrie reconnaît que c'est loin c'est pas des... l'idéal, Non. c'est ça. Mais c'est parce que on n'a pas des langages faits pour ça. Donc Mhm. c'est ça l'objectif là, avec le T-Sharp, c'est de pouvoir faire justement rajouter Puis, de la syntaxe qui permettent facilement Si on de faire regarde ça. aujourd'hui un des nouveaux mock framework qui vient d'apparaître, qui s'appelle MOQ, M-O-Q, fait par Daniel Cazzolino, qui a travaillé longtemps avec l'équipe de Pattern and Practices. Essentiellement, lui tire parti des Lambda Expression, qui sont une nouveauté du langage C# 3. Mais on s'entend, moi puis toi, des Lambda Expression, il y a probablement 90 tu prends 100 développeurs, il y en a 90, quand ils vont regarder ça, ils vont faire, c'est quoi ce code-là? Parce qu'ils sont peu familiers avec la programmation fonctionnelle, sont peu familiers avec le concept d'expression tree, puis que, essentiellement, c'est une façon déguisée de définir un delegate, donc d'encapsuler du code et de le réutiliser. Donc toi, tu vas arriver avec une solution plus facile d'approche pour monsieur et madame tout le monde. C'est ça, c'est l'objectif, ouais. Quand je dis monsieur et madame tout le monde, je devrais dire monsieur et madame le développeur Tout le monde. Point net. qui fait des applications en entreprise et qui passe pas ses soirées, ses nuits à réfléchir sur la complexité de la programmation. C'est ça. Où est-ce qu'il faut mettre les petites flèches ou des choses comme ça. Non. Le but, c'est effectivement, la deuxième phase, c'est remplacer les produits de mock avec une syntaxe beaucoup plus simple et où tout est validé à la conception, enfin, c'est-à-dire au moment où on écrit les tests, ou compile, là, Mhm. parce que dans la plupart du temps, c'est soit comme tu disais, c'est qu'on joue les tests puis on les rejoue là, en quelque sorte, là, ou à eu des approches plus comme PocMock, à savoir, on dit ce qu'on veut faire, donc des get de propriété ou je sais pas quoi, mais on passe le nom de la propriété en paramètres sous forme de string. Mhm. Pareil pour les méthodes, Il y a rien etc. qui est typé. Et donc, on le saura si ça marche ou pas à l'exécution. Mais là, ça pose problème. Puis ça, j'aime pas ça. Mhm. Alors, le but du jeu, c'est qu'on écrive les choses normalement. Puis tout ça, c'est vérifier la compilation. Et puis donc, ça paraîtra plus comme des Donc, appels normaux. Ton langage T-Sharp devient aussi un compilateur qui va vérifier que ce que tu as, tes intentions que tu veux faire, que tu exprimes quand tu dis pour cette dépendance-là que je veux être capable d'avoir tel type de réponse, que c'est légalement valide. Parce que comme tu dis, si tu passes des strings, tu pourrais littéralement écrire un nom de méthode qui est pas valide, puis tu vas le savoir juste au runtime. C'est ça. Alors que c'est idiot, en fin de compte, parce qu'on veut appeler une méthode ou on va appeler une propriété d'un type qui est parfaitement connu au moment où on demande l'appel. Mais c'est assez cryptique à la façon actuelle de faire les choses. Parce qu'on est obligé de le décrire. On peut pas faire l'appel. On veut pas faire l'appel. On peut faire un peu un parallèle avec le fameux LINQ, le langage de query. C'était une vision de Microsoft de dire on veut plus que les queries ça soit juste des strings parce qu'on sait que ça c'est mortel. Ouais. Donc on a la même chose aujourd'hui avec les mocks. Donc toi tu vas arriver avec une solution typée, un peu comme les gens de Microsoft arrivaient avec une solution typée pour être capable d'exprimer des requêtes. Ouais, c'est le parallèle est très bon. Ouais. Puis donc ça c'est la deuxième phase. Donc Oui. on s'entend aujourd'hui, tu annonces le produit, Voilà. en tout cas pas public, mais public au sens que demain matin les gens peuvent l'acheter, mais en bêta ouvert, mais c'est la partie test. La partie mock, ça va venir dans une phase 2, donc j'imagine dans quelques mois, probablement pas quelques années. Non, pas quelques années. Là. La phase 2, il faut qu'elle soit idéalement finie pendant les vacances, Donc pour l'automne prochain. pour l'automne prochain. Puis ensuite la phase 3, puis c'est là où est-ce que vraiment tu innoves beaucoup, c'est les fameux jeux de test de permutation où il y a rien qui existe comme ça aujourd'hui là. Tu t'embarques vraiment non, dans pas un vraiment. ce qui existe des choses, c'est des produits très avancés, très sophistiqués. Puis toi tu Ouais. veux faire un produit encore là qui serait élégamment bien intégré dans le langage T-Sharp. Oui, en fait, c'est même plus simple que ça, dans le sens il y a besoin de rien changer. Il y a besoin d'écrire du code, mais il n'y a pas besoin de changer, parce que le but des permutations, là, les mutations, c'est de se dire que si le code de test est valide, parce que le but du jeu, c'est de savoir si le code de test est bon. Hein. Donc Mhm. déjà, on vérifie que les cas sont bons là, par rapport aux intentions qu'on a exprimées. Maintenant, est-ce qu'à l'intérieur, ça fait bien la job là? Eh bien, l'idée, c'est de faire des petits changements dans le code de tester. Mhm. Et puis, si un changement fait dans le code testé, ça devrait faire que ça échoue quelque part dans les tests qui testent cette affaire-là. Donc déjà, nous, on sait qu'est-ce qui teste cette affaire-là. D'accord? Donc, une mutation de là-dedans, donc on prend en AL pour que ce soit indépendant du langage. Là. Et donc, on va faire des changements du genre un inférieur va devenir un supérieur ou enfin plein de petits changements comme ça qu'on pourra définir.
Et puis, on va rouler que les tests qui sont censés tester cette affaire-là. Puis, on va s'assurer qu'il y en a au moins un qui échoue. Mais en fait, il n'y a pas Parce besoin que s'il y en a d'exprimer. aucun qui échoue, c'est qu'il y a un problème, c'est que nos Ben, tests... c'est qu'a priori, soit ce code-là, il est jamais exécuté. Mhm. Parce que, je sais pas, c'est peut-être dans un if qui est toujours faux, ou bien alors, c'est que... Mais ça il montre qu'il y a manque un des problème tests. de logique, ou il Il y a un manque des- problème quelque part. Soit c'est un problème de test parce qu'on couvre mal, ou soit c'est parce que on a un problème de, comment dire, dans notre code d'affaires, parce que c'est une partie qui sert à rien. Ça m'amène à une autre question. C'est sûr qu'on parle de permutation, mais le fait que quand on définit nos tests, on dit pour quelle méthode et pour quelle classe on bâtit ce test-là. Toutes les fameux outils aujourd'hui de couverture pour te dire j'ai-tu couvert tous ces tests-là. C'est sûr que toi, faudrait que tu viennes regarder à l'intérieur, entre autres, avec les chemins possibles. Mais tu penses adresser ça à ce moment-là avec les tests de permutation pour dire, pour arriver avec quasiment Ouais. une vision, voici ta couverture, elle est bonne ou elle est pas bonne. C'est ça. Ben, pour moi, la couverture, avec les outils qu'on a actuellement, c'est bien, mais pas suffisant. Dans le sens, si ça me dit 100% de couverture, ça veut pas dire que je suis couvert. Si ça me dit 80% de couverture, je sais que j'ai un problème, c'est sûr. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est si ça me dit 100%, ça met tout vert. Ça veut pas dire que tu testes vraiment tous les cas. Non. Pourquoi? Ben, parce que, par exemple, si on fait un if A et B, d'accord, ben, ça se trouve, A est une appel de fonction, B aussi, ou une propriété. Là, on a testé avec le B vrai à vrai, le B vrai à faux. Ça y est, on est passé dans toutes les lignes de code. Le meilleur, c'est string is null or empty. On est passé par là. Ok, donc si is null or empty, là, on génère une exception. Ok, on est passé par là dès qu'on fait le nul ou dès qu'on fait le empty. On n'a pas les deux cas finalement. D'un point de vue logique, on en a deux cas à tester. Est-ce que si je passe la string nulle là, ou pas de string, ou je passe une string vide, mais d'un point de vue couverture, dans les deux cas, ça va Dès me que j'ai dire, passé par c'est un bon. des deux chemins, j'ai fait. Parce que ça travaille sur des lignes de code sur lesquelles on passe à l'exécution. Donc, grosso modo, dans ce cas-là, j'aurais passé un nul, il m'aurait dit c'est beau, C'est beau, Mais- c'est couvert, 100%. mais en réalité, l'autre cas, il aurait jamais passé, couvert. puis lui, il peut faire crasher l'application solide. Alors peut-être, c'est ça l'idée. Donc, moi, je pense pas que le is null or empty va planter lui, Non, mais dans mais- d'autres cas, ça pourrait faire. Alors, Mais, du point de vue de code source, du point de vue de ligne de code source, on est passé partout. Et ça veut pas dire qu'on a passé par rapport à l'intention qu'on avait. Mais dans quelle mesure le fait de jouer sur les permutations va te permettre d'identifier, parce que c'est un peu ce que tu cherches à aller chercher. En fait, on le traite à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait qu'on va exprimer les objectifs directement au niveau du test. Donc, moi, si je dis que j'utilise une string, il va me dire, t'as trois cas. Nul, empty ou autre. Ouais. Déjà, dans mes critères. C'est Donc un déjà, patron. j'ai un objectif, et ça me dit, regarde, pour cet objectif-là, il te faut 3 cas. Bon, plomb. En partant. Donc déjà, j'évite ce problème-là. Mais donc ça, c'est Après, quand tu c'est fais pas tes suffisant. critères. Sur les critères, tu vas tout de suite savoir. Ouais. Puis, mais ça peut être très puissant, cette histoire de critères-là, parce que mettons que moi, je fais du logiciel pour une banque, et j'ai un domaine d'affaires, je peux me bâtir des critères qui vont être mon domaine d'affaires, et je vais tout de suite Exactement. savoir les 6-7 tests que je devrais toujours faire. Ça, c'est l'objectif. Par que les exemple, gens mettons, fassent. si je travaille avec un portefeuille, il y a des critères sur des portefeuilles qui sont toujours les mêmes choses. Et à partir des blocs unitaires que toi, tu m'as donné, puis j'imagine on peut faire des opérations du type ou, et, ces choses. C'est ça. Je peux bâtir des critères encore plus sophistiqués qui vont être au niveau du domaine d'affaires. C'est ça. On peut combiner ça comme on veut, avec des et, des ou, des impliques. Puis tu vas te mettre à faire des permutations sur ça avec une vision de mon domaine d'affaires. Voilà. Ben, en fait, ce qui se passe, ça se fait en deux temps vraiment. Il y en a une, c'est l'objectif initial, hein, par rapport à ce qu'on veut faire, est-ce qu'on a tous les cas, etc. Puis là, ça les teste. Ça nous dit s'il en manque. Et puis, il y a la deuxième phase, c'est de se dire, bon, bah, ok, ça, c'est le premier passage. On le sait dès la compile, c'est très rapide, ça prend pas de temps. Mais après, c'est, est-ce que j'ai pas des lignes de code de trop, ou mal écrites, ou je sais pas quoi, là, ou on passe pas, ou, ok. Ben là, c'est les mutations vont me permettre de déterminer ça. Donc, c'est comme une deuxième phase. Au point de vue, je dirais, moi, typiquement, dans la journée, on s'écrit nos tests avec nos critères, etc. Et puis la nuit, on fait des mutations, toutes les mutations possibles et imaginables pour que le lendemain matin, je corrige ce qui me va pas, quoi. Parce que ça peut être long. Parce que par exemple, en T-Sharp, nous, on a 14 000 tests quasiment. Pour l'instant, étant donné qu'ils sont pas écrits en T-Sharp et on n'a pas l'intention d'exprimer sous cette forme-là, bien que moi, j'étais obligé de travailler avec des attributs, c'est ça qui m'a amené à des critères. Ludovic, c'est fabuleux. Aujourd'hui, je connais peu d'équipes structurées avec un niveau de maturité élevé qui n'a pas un build server. Oui. Premièrement, qu'il n'y a pas un gestionnaire de code source, mais aussi un build server. Puis ce que tu es en train de me dire, dans quelques années d'ici,
de pas avoir un test server qui en permanence roule des C'est tests l'objectif des de tests mutation. de mutation, ça va être perçu comme t'as pas un haut niveau de maturité parce que tu t'es pas vraiment en contrôle de toute ta couverture, parce que c'est vers là qu'on va aller, c'est que j'ai exprimé mes intentions, parce que ultimement, toute cette histoire-là, c'est que les tests remplacent ton compilateur. Pas ils remplacent, ils viennent bonifier ton compilateur pour te faire un compilateur qui comprend ta logique d'affaires à un certain niveau. Voilà, c'est ça, c'est un peu l'objectif. Puis c'est d'ailleurs avec, tu sais, c'est pourquoi aujourd'hui on n'est pas effrayé d'ajouter dans la plateforme .NET le support pour les langages dynamiques. C'est qu'on se dit, on arrive à un niveau de maturité où on va pouvoir bâtir assez de tests que même si j'ai plus de compilateur, parce qu'on sait dans le langage dynamique j'ai pas un concept de compilateur, mais mes jeux de tests vont être ma façon de m'assurer que mon code fait vraiment mes intentions prévues. Mais là, en plus, toi, c'est mes jeux de test et avec les permutations que je peux rouler 24 heures sur 24 sur des serveurs parce que Ça, à la limite, c'est peut être ça. Puis lui, il me revient en me disant, voici où il y a des problèmes, voici où il y a des problèmes, et je rebonifie mes jeux de test, je modifie mon code source en conséquence. C'est ça. Et là, j'atteins des niveaux de qualité de logiciel qu'on peut même pas entrevoir aujourd'hui. C'est ce que j'espère, en tout cas. Et puis, comme on exprime quel test va tester quoi, plutôt que de retester, par exemple, dans un petit changement ou dans une mutation quelque part d'une méthode, plutôt que de retester les 14 000 tests, on va retester les 5, les 10 tests qui concernent cette méthode-là. Donc, c'est beaucoup Donc, moins, c'est non? infiniment plus vite Ben ouais. qu'avec des solutions actuelles où on n'a aucune idée de qu'est-ce qui teste quoi. Dans tes shops aujourd'hui, les fameux critères, tu en fournis une de base qui sont capables en train de travailler. C'est des critères qu'on peut travailler avec ce qu'on appellerait des value objects principalement. Ah, ouais, là c'est ça. Parce puis, que des événements, des choses comme ça. Oui, puis bon, des choses qui viennent avec le langage événement, exception, j'imagine, ce type de Des choses choses-là. techniques quoi. Puis à partir de ça, de la même façon que tout ce qu'on a aujourd'hui, quand on bâtit des classes d'affaires, on va travailler avec des types de base, les fameux les strings, ces choses-là. Donc à partir de ça, on va être capable de bâtir des critères encore plus sophistiqués. C'est ça. Puis ultimement, ton enjeu à toi, c'est qu'il va juste regarder à l'interne, au plus bas niveau, les critères de base, ce qu'il sait faire, puis il va tout jumeler ça, puis il va rouler des permutations et des permutations. Voilà. Sans qu'on ait besoin, nous, d'écrire une directive quelconque. C'est ça. Faudra juste cliquer run. C'est assez... C'est l'objectif. C'est Parce prometteur. qu'en fait, l'idée c'est que on se sert de notre code d'affaires pour tester nos tests. Mhm. Et moi, c'est ce que je fais en cours, c'est ce que je fais même pour moi-même ou avec mes collègues. C'est bizarre, tiens, essaye de changer ça, puis roule les tests. Ah, ça passe, problème. D'accord? C'est que ça veut dire que ça sert à rien, ce code-là, ou il y a un problème quelque part. Donc là, on aurait double bénéfice d'écrire nos lignes de code, nos tests. Aujourd'hui, si on écrit des tests, pourquoi on veut les automatiser surtout, c'est qu'on veut être capable de les rouler. Si on est dans une approche agile, à toutes les fois que j'intègre du nouveau code dans mon gestionnaire de code source. C'est ça. Si on est une shop un peu plus classique, c'est minimalement à toutes les nuits, on veut être capable de rouler nos tests. Parce qu'on veut être capable de faire finalement identifier par régression est-ce que mon nouveau code est toujours aussi solide, ou en tout cas est-ce que tout ce que j'ai, est-ce que c'est toujours aussi solide que la période avant. C'est ça. Est-ce que j'ai rien cassé que les autres vont pouvoir s'apercevoir après? Donc ça, c'est le but aujourd'hui. Mais là, toi, tu vas aller encore plus loin. C'est le second but de ça, c'est s'assurer que ce que je teste couvre vraiment bien ce que j'ai bâti comme code. code. Parce qu'avec une approche où on fait le test d'abord, en général, on écrit assez bien du code qui correspond au test. Ouais. D'accord? Idéalement. Mais c'est plus ou moins vrai, ce qu'on est tenté des fois, ou des fois on a des outils qui vont générer, comme moi j'ai des macros qui me génèrent des bouts de code. Mm-hmm. Je vais pas m'amuser à construire tout le code que ça génère. Au fur et à mesure, je construis mes tests. Là. Vas-y donc, j'appuie sur un macro, ça me génère ça, puis je suis bien content. Mm-hmm. Et donc l'idée c'est ça un peu là. Et donc si on a une approche plus classique, comme tu disais, on aura tendance à écrire beaucoup de choses, puis ensuite faire des tests. Ce qui est très mauvais pour l'intention entre autres, mais ça arrive encore beaucoup en ce moment. Et c'est ça. Donc les mutations vont me permettre de déterminer comment mais ça c'est parce que on sait déjà c'est le cas. Il y a de plus en plus de code .NET qui se retrouve avec du code en maintenance. C'est-à-dire que le code a été écrit. Version 1, 1.1, donc des milliers de lignes de code que des équipes doivent maintenir. Et quand tu essaies de convaincre les dirigeants, faudrait peut-être commencer à se faire des jeux de test parce qu'à toutes les fois qu'on fait un changement quelconque, on est à risque. En tout cas, la vente est difficile. Mais si on est en capable de dire le jeu de test ne servira pas juste à valider mon existant, mais même à retester ce qui existait avant parce que je vais avoir des tests de permutation.
le coût parce que là, tu vas augmenter ta qualité parce que tu vas trouver un paquet de problèmes. Peut-être que ces équipes-là, de toute façon, ça leur attendra pas parce qu'ils veulent surtout pas savoir qu'ils ont des problèmes parce que quand tu as du code que t'as pas fait aucun test unitaire, t'aimes peut-être mieux être aveugle et croire que tes choses marchent. Mais si, moindrement, t'as un niveau de maturité, bon, je vais prendre un scénario qui va arriver de plus en plus. Je suis une banque X, ou en tout cas une compagnie X, et parce que moi j'ai su faire du logiciel, je deviens de plus en plus riche, je suis de plus en plus en position de mon domaine d'affaires, donc j'achète mes concurrents. Mais c'est qui les concurrents que t'achètes? C'est souvent ceux qui étaient pas capables de faire du logiciel comme faut. Donc, tu hérites de leur code à eux autres et que tu veux être capable avec une solution quelconque. Donc, des fois, tu vas arriver à la conclusion qu'il vaut mieux jeter et recommencer. Mais d'autres fois, la solution, ça pourrait dire, je vais rebâtir des jeux de test pour plutôt que de complètement jeter aux poubelles le code avec une philosophie, avec une planification sur 5 ans, 10 ans sur comment on va migrer et aller vers autre chose. Ouais. Puis ton outil pourrait devenir un indispensable dans ce cas-là. Oui, parce que ça va permettre de dire qu'est-ce qui manque en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans ton processus à toi, il y a eu une évolution. La première évolution est venue de la formation que tu as faite depuis plusieurs années à expliquer aux gens comment on bâtit des tests unitaires. À voir toutes les erreurs que j'ai faites, qu'ils ont faites. Puis te dire comment on pourrait simplifier la compréhension. Donc, avoir peu de mots-clés, mais des mots-clés qui disent vraiment ce que sont. Run test, ça dit ce que ça a à faire. Voilà. Ça roule un test. Voilà. Puis le test est unique. Assert, il n'y a pas 28 000, c'est un qu'un seul de l'assert, donc assert vérifie. Il me semble à peu près tous les êtres humains devraient comprendre, parce que c'est vrai que quand tu commences à regarder tous les asserts possibles, ça peut même être un peu épeurant pour le nouveau qui commence à dire je veux faire des tests unitaires, puis là, il se dit wow, il y en a normalement des asserts. Puis en plus, il y a des exceptions, tout ça, ça leur fait peur, tandis que ici, c'est un mot-clé. C'est sûr qu'à l'utilisation, il va peut-être falloir à un moment donné qu'ils s'y mettent, qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils vont tester aussi nos cas d'exception, mais ils peuvent commencer au moins à bâtir des tests avec une courbe d'apprentissage qui est peut-être moins abrupte. Oui, surtout pour les développeurs C#, là, parce que la syntaxe est très proche. Mais on s'entend que peut-être que nos développeurs qui font des applications en entreprise, qui sur VB, tout ça... eux autres aussi, il faut qu'on les amène à bâtir des tests unitaires. Oui, tout à fait. Faut pas les laisser en ça va les aider. Mais ce que je veux dire, c'est que celui qui est déjà habitué à la syntaxe, ce sera très facile pour lui. Celui qui est moins habitué, celui programmeur VB, ni qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, de toute façon, dès qu'il veut chercher sur Internet ou quoi, il voit aussi des exemples en C#. Donc, la plupart des développeurs sont bilingues. C'est pas extraterrestre, c'est ça. Tout à fait. Écoute, Ludovic, là, on a donné la vision d'ensemble. On a donné un peu verbalement. C'est sûr que c'est pas le best, ça aurait été d'avoir vraiment un exemple de code que nos auditeurs ont pu voir. Donc, on a donné un peu qu'est-ce qu'il y aurait là, la syntaxe. Donc là, tu ouvres parce que là, t'avais comme un groupe select d'utilisateurs qui te donné du feedback, mais maintenant tu vas ouvrir la plateforme pour aller chercher un plus large public. Encore en bêta test. Donc, ça veut dire que c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont prêts à travailler avec un produit qui est bêta, qui est pas final. Oui. Et qui vont aussi être en mesure de donner du feedback sur la prochaine étape qui est utiliser des engins de mock. C'est ça. Donc, probablement aussi des gens qui utilisent déjà des outils de test parce que ça serait probablement pas le bon profil de dire « Ah, moi, j'ai jamais fait de test de ma vie, je vais aller chercher le T-Shop en version bêta. » Ça fera plus un apprentissage pour la personne qu'un bénéfice pour nous, mais... Ça serait toujours possible. Quand ce sera public, vraiment public, là, il y aura pas de problème. Mais pour l'instant, c'est juste quelques personnes qui l'ont. Parce qu'ils vont peut-être trouver la documentation. J'ai passé à travers votre première documentation. C'est quand même bien pour une version bêta, mais ils n'auront peut-être pas la documentation finale comme elle sera lorsque le produit sortira. Donc, le profil serait peut-être plus quelqu'un qui aujourd'hui utilise soit Unit ou utilise Team System pour dire est-ce que et puis qui aurait un intérêt parce que les autres aussi ont frappé les limitations de ces plateformes-là, puis quand écouté notre émission se disent il y a vraiment ça m'intéresse. Ça a l'air de quoi la formule? C'est-tu d'aller sur le site de Pretty Object puis de s'inscrire quelque part ou... Oui, ça va être comme ça. En fait, l'idée c'est que ce sera téléchargeable, à la limite à n'importe qui là, mais pour avoir du feedback, il faudra s'inscrire dans le système de gestion de bugs pour pouvoir nous rapporter des bugs, les problèmes, des souhaits ou des choses comme ça. On s'entend, ce n'est pas un projet open source. Non, vous avez investi beaucoup de dollars pour développer ça. Donc, les gens qui aussi pensent que c'est un produit gratuit, donc non, ce sera pas un produit gratuit. Il va avoir un prix, probablement pas astronomique, mais ça va être un produit que les clients potentiels vont devoir acheter aussi. Oui et non, je sais pas encore. On n'a pas encore décidé. Parce que ça change, ça fluctue, ça beaucoup. Parce que l'idée, c'est que
si les gens connaissent déjà une solution, puis que c'est déjà, comment dire, une solution qui, ils font avec, parce que ça fait toujours comme ça qu'ils ont fait les choses, et puis que ça a l'air de fonctionner à peu près, et puis par rapport à leurs besoins. Puis c'est gratuit, ou bien c'est dans la boîte. Je dis pas que c'est gratuit, mais Visual Studio, là. Pourquoi j'irais dépenser $2 en plus? Alors, ceux qui sont très avancés, puis qui s'y mettent un peu, à mon avis, vont vite comprendre avec tous ces mots-clés, etc., la valeur. Mhm. Mais ça va être très difficile de concurrencer les produits gratuits. Donc, l'idée, on a dit qu'il y a une partie qui serait gratuite, de toute façon, comme dans tous nos produits, puis une partie probablement qui serait payante. Et donc, on ne sait pas encore si ça va être l'intégration dans Visual Studio qui va être payante, mais si vous voulez faire ça avec Notepad++, puis le compléteur à la main, la MS Build, ce serait par exemple la partie gratuite, ou je sais pas, c'est pas encore... Avant, c'était relativement simple, c'était des limitations qu'on mettait, mais là, on n'a pas envie de mettre de limitations spécifiquement, là. Ouais, un petit peu comme un NUnit, le produit lui-même n'est pas intégré directement dans l'IDE. Donc, ça prend un plugin additionnel là, pour faire l'intégration. Ça. Pour nous, on a développé tout. Là, on a même des runners console, des runners, toutes sortes de runners. Puis c'est très ouvert, pas au point de vue code source, mais c'est très ouvert dans le sens où on a beaucoup de patterns stratégie. Mhm. Et ça peut être facilement étendu à plein d'autres choses. Mais c'est pas un risque pour ton entreprise. Si tu dis moi je vais en faire un add-in qui me permet de m'intégrer dans Visual Studio, il y a rien qui empêcherait qu'il y ait un projet open source qui dirait je vais prendre le cœur gratuit puis je vais comme les personnes ont fait avec mais c'est souffrant, hein. Comme c'est la partie probablement la plus difficile. Ouais. Parce que apparemment de documentation, puis comme il y en a peu qui se sont lancés à faire ça ou des choses comme ça, on trouve très peu d'exemples. On trouve beaucoup de questions sur Internet. On trouve des gens qui répondent eux-mêmes dans les blogs ou autres, là, puis on manque de support. Ça serait logique que ce soit la partie payante parce que l'intégration ou le code qu'il y a à faire est tellement difficile et ardu. C'est ça, puis la moindre petite chose, hein, tu veux une couleur sur ton mot-clé, faut que tu le codes. Tu veux évaluer l'expression, faut que tu le codes. Tu veux un tooltip, faut que tu le codes. Tu peux tout faire, mais il faut tout coder. Et puis comment? C'est pas trop documenté. Ouais, puis les clients qui auraient goûté à T-Sharp de façon non intégrée dans Visual Studio, s'ils voulaient l'intégrer de façon plus automatisée, par exemple, ça serait un bon outil à acheter. Probablement que ça ferait une solution du genre 60 jours, puis puis après, plum, tu peux plus faire de Visual Studio, quelque chose comme ça, parce que c'est tellement plus différent, c'est tellement plus naturel de le faire dans Visual Studio que... Absolument. Mais pour aller en bêta, de toute façon, ça sera pas juste la version qui serait open source, mais c'est la version toute intégrée que vous allez offrir. Voilà. Écoute, Ludovic, écoute, fort intéressant. J'espère que nos éditeurs vont apprécier. Puis même s'ils n'ont pas un intérêt d'aller chercher le produit demain matin puis de l'évaluer, j'espère que ça leur a sensibilisé sur ce qui marche bien et ce qui marche moins bien aujourd'hui dans les environnements de test. C'est ça. La documentation que tu as lue, là, elle va être en ligne avant que l'émission soit disponible aussi. Et puis de même qu'un premier exemple complet en expliquant vraiment pas à pas. Donc, on pourra mettre le lien sur notre site pour rediriger les gens donc, si les gens veulent voir un peu plus concrètement qu'est-ce que ça va l'air, le test, bâtir des fichiers TS, donc du test shop, qu'est-ce que ça a l'air pour avoir un premier aperçu, ça pourrait être une bonne façon. Donc, nous, on te remercie encore une fois. Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup. On revient avec les actualités. Guy, quelles sont les actualités qui ont retenu ton attention cette semaine? En fait, aujourd'hui, l'annonce de Live Mesh. Live Mesh, donc par quelle firme fait ça? C'est Microsoft. Live, donc dans la série des produits. Ouais, Live. Mesh en français, comment on traduirait ça? Mon Dieu. Ludovic, ton... Mesh. Évident. C'est comme un filage? Un entrecouplage. Donc un entrecouplage vivant. Je sais pas si c'est un terme, là. Donc, en fait, Ray Ozzie, qui a développé le produit Groove, donc a joint Microsoft il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans. 3 ans. On remplace Bill Gates dans le poste de Chief Architect. Chief Technical Architect ou quelque chose comme ça. Juste pour les auditeurs qui ne sauraient pas, le fameux monsieur Ozzie, avant de développer le produit Groove, a fait un produit qui a eu un impact non négligeable sur l'informatique. C'est lui qui a développé Lotus Note dans les années 90.
Moi, je suis à la caisse et il y a encore les applications Lotus Note qui traînent. Ben oui, là où même- je suis présentement, il y a encore des applications. Notes. C'était la première application qu'on peut dire distribuée. Et quand il est parti sa compagnie après, qui a fait Groove, c'était une des premières tentatives de faire du peer-to-peer. Non négligeable. Et je pense que Live Mesh, c'est comme encore l'évolution de Groove, du Web 2.0, tout le merge de tout ça pour encore aller plus loin. Ouais, c'est assez. Je pense que c'est difficile de résumer en une phrase c'est quoi le Live Mesh, mais je pense avoir un impact assez intéressant. En fait, Mais c'est une plateforme, puis c'est c'est- des services. C'est une plateforme. Si on regarde à sa plus simple expression, en fait, ce qui est disponible là, aujourd'hui, ben c'est du partage de fichiers, du partage d'informations, un peu à la Groove. Donc là, on va dire, OK, ben est-ce que c'est un Groove gratuit? C'est plus que ça. C'est une plateforme de développement aussi. C'est une plateforme qui va vivre sur le web, en fait, on dit en anglais, là, on the cloud, là. Donc, sur les nuages du web. Sur les sur les nuages du web, oui, effectivement. Et puis, on va pouvoir développer des applications qui vont vivre dans ce nuage-là, où on va faire des applications de collaboration, mais aussi de partage. Donc, c'est encore, je te dirais, pas mal vague, un petit peu dans ma petite tête, à savoir c'est quoi au J'imagine juste que c'est où- pas mal vague dans la tête de beaucoup de monde pour l'instant. Oui, parce que je pense un peu comme une nouvelle plateforme innovatrice, c'est difficile à expliquer en une seule phrase là. Qu'est-ce que c'est? Puis je pense aussi qu'on a eu que la pointe de l'iceberg. Donc, on va vous tenir au courant. On va continuer à suivre ça. Mais si je comprends bien, là, Live Mesh, c'est une nouvelle plateforme. C'est sûr qu'elle va tirer parti de la plateforme.net. Mais c'est une plateforme sur Internet pour être capable de faire des applications fortement distribuées, fortement collaboratives, qui vont aller, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est comme un Groove sur stéroïdes, mais qui fonctionne avec les protocoles Internet. Et Absolument. Ouais. On pourrait peut-être le décrire de cette façon-là. puis ouais. on sait que Groove a aussi déjà tous ces SDK pour être programmables, donc c'est aussi quelque chose qui pour nous les développeurs va avoir l'intérêt parce qu'on va pouvoir bâtir des applications sur cette plateforme-là. Mhm, absolument. Ben Donc, écoute, je pense que c'est une grosse nouvelle. Ouais, c'est une grosse nouvelle. Mais en fait, je pense que ça va être à suivre là, ou du moins pour essayer de suivre l'évolution de ce produit-là. Est-ce qu'il y a d'autres actualités ou ça fait le tour? Non, ça fait le tour. C'est l'actualité. Ouais. Guy, le groupe utilisateur Visual Studio, donc prochaine rencontre, c'est début mai. Ah non, c'est à la fin du mois, c'est vrai. On a la première rencontre du groupe Team System. Oui, Je suis même en train de l'oublier. Ouais, c'est mardi le 29 avril. Donc, c'est le meeting inaugural du groupe d'intérêt Team System À Montréal. à Montréal. On va avoir Étienne Tremblay qui va justement faire le tour du produit pour donner une introduction à ceux qui connaîtraient moins. Et Claude Rémillard. Ah oui, Claude aussi, Ben ils oui, vont faire oui, ça ils en vont faire duo, la hein, c'est présentation vrai. duo. Après ça, la semaine suivante, le 5 mai, je pense. Ouais, lundi 5 mai, on a Stephen Forte, qui est le Regional Director de New York, qui va nous présenter sa présentation sur les Database Design Patterns. Tout à fait. Ensuite, on se retrouve à la fin du mois de mai. C'est Dominique qui va parler des extensions 3.5. Dominique Ouais. Sévigny. Ouais. Puis on a une autre présentation sur Team System avec Barry Gervin. À la fin du mois de à la mai fin aussi. du mois de mai, qui va nous parler de Source Control, gestionnaire de source. Donc, beaucoup de choses qui se passent du côté du groupe utilisateur. Absolument, on est rendu à trois assemblées par mois, là. Tout à fait. Ben écoute, Ludovic, on te remercie encore. Nous, Merci bien, ouais. on apprécie faire des émissions avec toi parce que on sent moins niaiseux à la fin. T'as une bonne façon de... Ou des fois, mon Dieu que je suis niaiseux, je connais pas tout ça. Mais en tout cas, t'as une belle qualité de vulgarisateur pour permettre aux gens de comprendre un peu plus des sujets qui sont quand même assez pointus Absolument, ouais. et difficiles d'accès à En l'occasion. tout cas, je dois chapeau le fait de développer des compilateurs, d'intégrer tout ça dans Visual Studio, c'est pas des petites tâches. Non, c'est beaucoup de travail, de recherche, d'heures. Absolument. Pas de sommeil. L'important, c'est d'avoir du plaisir à le faire. Oui, ben ça, c'est beaucoup de plaisir à le faire. Ouais. Puis nous, ben, on revoit nos auditeurs à la mi-mai, dans la semaine du 12 mai. Puis l'émission qu'on va passer... Parce que là, on vous parle de nouvelles choses. Puis souvent, il y a des gens qui nous écrivent en nous disant, ben là, Ouais, demain matin, dans ma job, là, moi, je peux pas utiliser ça. Je peux-tu avoir du concret, s'il Donc vous là, plaît? on a une émission qu'on va vous présenter sur comment intégrer du code.net avec vos applications VB6. Mhm.
Puis c'est Christian Beauclerc qui est notre invité qui va nous parler de ça. Donc, on vous revoit dans la mi-mai. Au revoir. Visual Studio Talk Show.